Enfin, vite, bonsoir à tous et puis bienvenue hein, pour cette rencontre autour d'un verre de la rentrée. Avant de passer effectivement à la main à nos conférenciers, quelques petites nouvelles d'ADI. Avec deux petites nouvelles. La première nouvelle, c'est que Adélie sera présente au salon IT SMF le 25 octobre. Donc on aura le plaisir de vous y retrouver si bien sûr au salon. Et puis, dans le cadre effectivement des travaux d'ADI, on met en place également un certain nombre de groupes de travail. Et là, on a un nouveau groupe de travail qui va se constituer et qui va être sur la gouvernance. Je vais laisser effectivement le soin à Kim de présenter un petit peu les travaux qui vont démarrer avec ce groupe de travail. Voilà, et puis je la parole juste après. Je t'en prie, présente ce que tu penses faire au travers du groupe. Merci. Merci. Alors la gouvernance, c'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas c'est vrai que la gouvernance au sein des entreprises et des groupes, c'est quand même un très très grand levier de valorisation qui n'est pas forcément très bien utilisé aujourd'hui. En tout cas, l'ambition du groupe aujourd'hui, elle est relativement modeste. Elle est en tout cas de faire un état des lieux. Et étant membre du comité depuis cette année, donc j'ai proposé au groupe de monter un groupe de travail sur ce sujet. En tout cas, de commencer par faire un état des lieux, des bonnes pratiques, de ce qui est aujourd'hui fait au sein des différents groupes en France, pour pouvoir par la suite sans doute proposer quelques recommandations. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour participer ou en tout cas écouter ce qui peut se dire au sein de ce groupe, il suffira de contacter Adélie. Et les travaux ont déjà commencé puisque la première lettre effectivement va traiter de ce sujet. Elle va commencer par traiter de ce sujet, mais il y aura d'autres travaux à venir par la suite qui devront continuer jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc vous êtes vraiment bienvenus pour nous contacter pour participer à ce groupe. Donc j'attends vos retours et quelques participations, j'espère. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas trop Adélie, je fais juste un petit rappel au niveau de l'association. On couvre un petit peu effectivement tous les domaines des systèmes d'information en termes de discussion et d'échange autour de tout ce qui est système d'information. On a quand même trois choses sur lesquelles on tient particulièrement. La première, ce sont des rencontres autour d'un verre qui ont lieu tous les mois sur des sujets qui touchent les systèmes d'information, mais qui sont assez variés. On n'est pas ciblé spécifiquement sur une méthodologie ou uniquement dans un seul domaine, comme pourraient l'être d'autres associations. La prochaine, ce sera dans un mois et vous découvrirez sur le site Adélie effectivement le sujet de la prochaine rencontre. On a notre deuxième chose, c'est notre lettre trimestrielle. Tous les trimestres, on publie une lettre, effectivement, où tous les adhérents peuvent s'exprimer, en publiant effectivement des articles. Et puis, troisième grosse activité également, ce sont nos groupes de travail, et chacun des groupes de travail a en charge la publication de ce qu'on appelle des livres blancs, des scopes, dans le langage adélien. Et donc, il y a eu un groupe de travail qui a été monté il y a à peu près 2 ans et demi autour du Lean Six Sigma appliqué au système d'information. Et en fin d'année dernière, pour notre assemblée générale qui a lieu au mois de décembre, il y a eu un scope spécifique sur le Lean Six Sigma et les systèmes d'information. Voilà. Donc, c'était une présentation assez générale effectivement de l'application du Lean Six Sigma au sein des systèmes d'information. C'est avec grand plaisir donc, du coup, que ce soir, on accueille un cas pratique de la mise en place du Lean Six Sigma effectivement dans une DSI et autour des systèmes d'information. Avec bien sûr Monsieur Bernot et Monsieur Adjé, voilà. Voilà, donc je vais vous laisser donc, vous présenter l'un et l'autre et puis présenter effectivement la soirée. Voilà, merci. Merci. Oui. Alors bonjour à tous. Donc effectivement je travaille au sein d'une DSI, la DSI d'EDF. J'y travaille depuis 17 ans. J'ai eu l'occasion de faire de multiples postes au sein de cette DSI. Donc aujourd'hui je suis adjoint à un département qui gère tout un domaine applicatif. C'est pas de ce département dont je vous parlerai d'un gros projet que j'ai eu à gérer, sur lequel j'avais ressenti la nécessité de mettre en place une démarche Lean Six Sigma.
Alors vous verrez que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, au départ, parce que je ne connaissais même pas l'existence de Lean Six Sigma. Voilà. Donc j'ai plutôt une formation d'ingénieur et je touchais en fait donc à des projets et à du management. Emmanuel Pernaut, donc je suis directeur associé du cabinet Orex Conseil, qui est un cabinet qui travaille pour ses clients à essayer de les aider à dégager des marges de manœuvre. Alors c'est des marges de manœuvre pour que les managers passent plus de temps avec leurs équipes, des marges de manœuvre pour que les clients vivent une meilleure expérience avec les services ou les produits de nos clients. Et on s'appuie sur un certain nombre de leviers méthodologiques, de leviers humains, et c'est ce que j'espère on va pouvoir partager aujourd'hui, c'est que finalement derrière toutes les techniques, ce qui est important avant tout, c'est la dynamique humaine. Et en fait, c'est pour ça que j'ai demandé à Franck de venir témoigner aujourd'hui, parce que c'est un des rares clients qui, quand on a parlé d'améliorer la performance dans la DSI, a compris tout de suite que c'était pas en faisant en appliquant des outils Lean ou des outils Six Sigma qu'il allait y arriver, mais c'est en engageant ses troupes, c'est en engageant ses managers, et c'est en donnant du sens à ses opérationnels qu'il allait pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Franck, ça nous intéresse de savoir quelle idée vous faites ou qu'est-ce que vous avez expérimenté autour du Lean Management. Qui veut témoigner ou vous poser une question? Alors moi je vais démarrer, du coup. Je suis responsable de la maîtrise d'ouvrage et des processus à LCL, à la banque. Et donc on a déjà mis en œuvre du Lean Management dans des fonctions plus opérationnelles, on dirait, ou plus usine à produire que la DSI, donc notamment dans des opérations de back-office. Dans une banque, les back-office, c'est des personnes qui font des opérations assez répétitives. Aussi dans des unités de recouvrement, pareil, qui font des opérations assez répétitives. Et tous les patrons de ces unités nous ont dit qu'effectivement, tout le monde y avait trouvé du bénéfice. Et moi, j'aime bien votre présentation, du bénéfice en termes effectivement d'efficacité et de productivité, mais aussi dans le bien-être à la fois des collaborateurs et des managers, qui avaient un cadre de travail où après ils se sont sentis mieux qu'avant, parce qu'effectivement ils ont réussi à identifier qu'il y avait un certain nombre de scories dans ce qu'ils pratiquaient qu'ils pouvaient supprimer facilement. Donc du coup, nous on se pose la question maintenant avec le directeur de l'informatique, comment on pourrait appliquer le Lean Management à des prestations plus intellectuelles comme celle de l'informatique. Là c'est vrai que voilà, on est en train de regarder ça pour nous aussi essayer d'aller trouver de l'efficacité mais aussi du confort pour nos collaborateurs. Bon, c'est trop bien parce que Franck a quelques exemples qui touchent au cœur de ça. Ok, c'est très concret. D'autres expériences ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on zoome particulièrement? Des questions que vous vous posez? Moi j'ai une question. On entend. Alors, je me présente Nicolas Trèves, je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers en informatique. Et on entend souvent dire que le Lean Six Sigma n'est pas toujours adapté au projet informatique pour des raisons de mise en œuvre et d'évaluation notamment de la qualité logicielle. Je voulais poser un petit peu une question, aborder un petit peu le sujet aussi dans ce domaine et un peu avoir des retours d'expérience qui pourraient corroborer justement cette affirmation. Okay. Et puis il y a une autre question qui va un peu de pair dans les critiques que l'on adresse au Lean Six Sigma, c'est la gestion des risques psychosociaux. Ça c'est un point important. Il y a eu beaucoup de critiques contre le Lean Six Sigma, pas forcément en informatique, mais dans l'industrie, sur des effets de bord un peu pervers. Voilà. Vous avez même des articles de journaux, le Lean m'a tué. C'est ça, Pierre? M'a tué avec Donc, effectivement, alors, ça, Franck va y revenir, mais c'est justement, là on est au cœur de comment mettre en œuvre une méthode, et si on n'a pas bien compris le sens et les fondements, on
on arrive à des aberrations qui font qu'on ne fait plus du lean management, parce que finalement c'est d'abord du management et servi par le lean, mais on fait ce sorte de cost cutting déguisé et qui va à la hache et à la tronçonneuse, ce qui n'est pas du tout le cas du retour d'expérience qu'on vous propose aujourd'hui. Donc j'ai assez parlé, Franck. Léa ? Je te laisse la parole. Ouais. Ok, tu as noté des questions comme ça? Oui. C'est sûr bien qu'on Absolument. y réponde. D'abord, je vais vous parler du... Oui, ce que je vais raconter, c'est une histoire, hein. C'est mon histoire, c'est pas la vérité du Lean Six Sigma, je ne pense pas en fait, c'est vraiment ce que j'ai pu en tirer, ce que nous avons pu en tirer. Donc c'est vraiment une histoire. Donc pour parler de cette histoire, je vais vous parler du contexte. Alors je ne vais pas vous parler d'EDF, je pense que ça parle à tout le monde comme entreprise. Par contre, je vais vous parler de pourquoi on a lancé le Six Sigma et dans quel cadre. En fait, en 2004-2007, il y a eu l'ouverture des marchés. Bon, je sais, c'est pas vraiment beaucoup très ouvert, en fait, mais grosso modo, il y a eu des changements lourds en termes de réglementation sur le marché de l'énergie, que ce soit électrique ou gaz. En pratique, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par une désoptimisation des processus métiers opérationnels du fait de la séparation des entreprises. Pourquoi l'ouverture des marchés? Avant 2000, EDF était une entreprise intégrée, c'est-à-dire à la fois producteur, distributeur, commercialisateur, et tout ça était géré dans des centres, voilà, où ils géraient tout. Donc quand le commercialisateur, quand la personne qui vendait quelque chose elle avait un problème, elle appelait son agent pays, l'agent petites interventions, qui le réglait, et tout se faisait de manière très fluide. Et au passage, on n'avait qu'un seul SI qui gérait aussi bien la partie distribution, c'est-à-dire l'acheminement d'électricité chez le particulier, que la facture que vous recevez chez vous. Donc ça, c'était avant 2000. Je parle pour le marché le marché de masse, hein, le marché des particuliers. Là, on va plutôt adresser ce marché-là, pas le marché d'entreprise, même s'il y a eu les mêmes opérations qui ont lieu, mais de manière différente. Donc avec l'ouverture des marchés, en fait, la loi a demandé à ce qu'on sépare les différents métiers d'EDF. D'un côté celui qui distribue, d'un côté celui qui transporte, d'un côté celui qui commercialise. En pratique, ça a complètement désoptimisé les processus métiers, puisqu'ils ne se parlaient pas de manière aussi fluide. Il fallait qu'ils échangent des informations de manière structurée. Donc c'est eu un grand bouleversement. Grand bouleversement aussi bien sur les processus, grand bouleversement sur les SI, parce que c'était fini d'avoir un seul SI commun à tout le monde. Il a fallu créer des SI pour chacune des entités, ou reprendre les anciens SI pour les adapter. Donc il y a eu une refonte complète des SI. Au passage, hein, comme toujours, hein, comme les processus métiers perdaient de leur efficacité, on a demandé aux SI de le retrouver. Donc il a fallu faire des choses un peu complexes pour qu'on masque toute cette complexité qu'on a créée réglementairement. En pratique, j'ai travaillé donc du coup 6 ans, d'abord à la base, et puis après en tant que chef de projet, d'un gros projet SAP, donc de la branche commerce. Donc la branche commerce, ceux qui vendent. C'était un gros projet SAP, donc la branche commerce, c'est 30 millions de clients, hein, c'est nous, c'est les particuliers. Près de 8000 utilisateurs, donc 8000 utilisateurs internes. Donc les utilisateurs, c'est qui? C'est les gens qui vous accueillent au téléphone quand vous voulez déménager, quand vous avez un problème de facture, voilà, pour toutes sortes d'opérations. Un projet, au total, il y avait, donc il est toujours en cours, hein, il a démarré en 2001, 2002. Donc moi j'ai commencé en 2003. En 2009, donc en pic, il est monté à 250-300 personnes, donc il mélangeait à la fois des internes, donc une quarantaine d'agents EDF et puis des externes. Il adresse un périmètre fonctionnel très large, puisque ça va vraiment de l'accueil téléphonique, donc avec un call center, enfin un centre, le SI d'un centre d'appel, jusqu'à la facture, en passant par des fonctions marketing, des fonctions d'accueil, des fonctions de recouvrement, des fonctions de relance. Voilà, c'est vraiment le SI cœur de la branche commerce pour le marché de masse.
Comme il est cœur, bien évidemment, il a de multiples interfaces, donc plus d'une centaine. Il a aussi des fonctions de pilotage. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent SAP. Voilà, donc il s'appuyait sur 3 modules SAP, CRM, ISU qui est la facture, donc CRM qui est la GRC en français, donc la gestion de la relation clientèle, ISU qui est tout ce qui est facturation, et BW tout ce qui est reporting. Voilà. Et puis, c'est un projet à forte visibilité interne, parce qu'évidemment, ça adresse le chiffre d'affaires de dev, parce que ça fait rentrer les sous, puisque c'est les factures qu'on vous envoie. Et regardez, peut-être que vous allez, si vous voyez marqué, vous verrez son nom sur vos factures. Voilà, et puis donc forte visibilité interne, et puis également externe, parce que si jamais il y a une erreur de facturation, on entend parler dans les blogs de... c'était quoi déjà 30 millions de consommateurs ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est pour situer le contexte. Pour une image, on a commencé, on a dû être une dizaine de personnes, on a monté à 250. Le projet démarré en 2003, il est encore d'actualité aujourd'hui, donc il s'est construit par strates avec plein de gens différents. J'ai déjà un peu dévoilé pourquoi une démarche Lean Six Sigma. Alors franchement, quand j'ai l'idée de cette démarche, je ne connaissais pas du tout Lean Six Sigma, j'avais absolument pas lu le truc d'Adélie, hein. Je veux bien l'exemplaire. Je ne le connaissais pas du tout, j'en avais. D'ailleurs, j'aurais eu le nom, je crois que j'aurais Lean Six Sigma, d'ailleurs, c'est un nom un peu dur, mais bon. Mais c'est pas ça qui m'a poussé, hein. C'est d'abord ce qui m'a poussé à réfléchir à une démarche, c'était en fait déjà des réclamations. Voilà, des réclamations, ça fait bouger les réclamations, hein. J'avais des réclamations de l'externe. Donc de l'externe, alors l'externe, pas vous les clients, mais déjà de l'externe, de gens qui utilisaient le SI. Je ne vais pas lancer la démarche tout de suite, hein, on l'a lancé une fois que le SI commençait à être mis en prod et commençait à le faire évoluer. Donc typiquement, donc, je vous ai dit, 8000 utilisateurs, les habilitateurs, il faut les habiliter. Ça adresse en grande partie des centres des call centers, des supports, donc des utilisateurs qui, ça bouge pas mal, quoi, donc... Voilà, donc des réclamations sur l'animation fonctionnelle, vraiment des choses complètement aberrantes. Je vous donnerai quelques idées, c'était incroyable que mes utilisateurs acceptent cela. Des évolutions en termes d'administration, des délais de mise en œuvre d'évolution qui étaient super longues, et puis un nombre d'anomalies. Donc ça ne sera pas dans l'article, hein, je ne laisserai pas paraître. Il n'y a pas d'anomalie, mais quand même des réclamations sur des anomalies. Voilà. Ça, c'était les premiers éléments. Donc ça, c'était des réclamations de l'externe. Et puis, j'avais des réclamations de l'interne aussi. L'interne, c'est-à-dire des gens qui travaillaient sur le projet, hein, du stress. On va me dire, c'est un gros projet, etc. C'est du stress. Normalement, on ne veut pas être trop stressé quand même sur un projet. Parce que quand on est trop stressé, on fait des conneries. C'est vrai. Du mal-être, hein, ça rejoint en fait. Du mal-être, et puis des remontées de dysfonctionnement, c'est-à-dire en gros des équipes qui s'engueulaient, et on ne comprenait pas pourquoi elles s'engueulaient. Pourtant, ils étaient tous là pour poursuivre le même but, et pourtant ils s'engueulaient. Ça, c'était vraiment des choses qui me remontaient. Et puis, j'avais aussi un sentiment. J'avais vraiment un sentiment d'une complexité, en fait. J'avais démarré ce projet, on était 10, c'était simple, là on est 250, il y a plein de trucs que je ne comprenais plus, quoi. Voilà, j'avais l'impression que c'était un truc qui s'était sédimenté avec des strates, ça partait dans tous les sens, j'avais vraiment un sentiment de trucs qui avaient mariné longtemps et on ne savait plus trop par quel bout prendre. Et puis donc ça, et puis des habitudes qui avaient été prises. Voilà, parce que l'air de rien, en informatique, 3-4 ans, c'est long, hein, donc on prend des habitudes. Maintenant que je commence à avoir des enfants pour 13 ans, en fait, maintenant je trouve c'était une crise de croissance, en fait. Voilà, j'avais l'impression d'être en crise de croissance. Alors à l'époque, je ne l'avais pas réalisé, mais maintenant que je vois mes enfants, c'est exactement ça. Et puis, donc ça c'était ce que j'avais constaté, puis aussi une rencontre. En fait, une rencontre avec une démarche qui était le Lean Management. Alors une démarche qui avait été lancée en interne à EDF. Et mince. Excusez-moi, je pensais l'avoir coupé. Je coupe.
Normalement, au début, on est coupé vos portables. Voilà. Et puis, une démarche qui avait été lancée à EDF, donc le Lean Management. En fait, c'était pas. En fait, je la connaissais pas vraiment cette démarche parce que c'est grand EDF, alors vraiment que ça se diffuse. Mais il se trouve que sur le projet travaillait quelqu'un, donc Emmanuel qui était à côté de moi, qui participait à cette démarche. Voilà. Et donc il m'en a parlé. Et je me dis tiens, c'est marrant, ça fait écho à pas mal de choses qui me tenaient à cœur. Qui me tenait à cœur en fait, voilà, tout simplement pour réduire cette complexité, qui me tenait à cœur pour réduire la complexité, et puis qui me tenait aussi à cœur parce que j'ai le sentiment que du truc artisanal qu'on avait fait, il fallait qu'on passe de l'artisanal à l'industriel. Au final, on avait quand même géré 30 millions de clients. Voilà. Donc au passage, c'est pas encore fini parce qu'aujourd'hui il y a 20 millions de clients dans cet outil, et ça continue et ça va reprendre bientôt l'ensemble de la population française. Voilà un peu, est-ce qu'il y a des gens qui... Donc, est-ce que dans le SI, c'est un peu ça qui est ressenti, ou c'est différent, ou c'est plus un besoin de gain? Alors, conjoncturellement, en fait, mais comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, les budgets SI diminuent beaucoup. Par contre, le nombre de projets, lui, ne diminue pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on sent une tension sur les ressources qui est très très forte pour exécuter les projets qu'on doit faire. Donc là, la recherche, c'est bien... de remettre un peu toutes les activités à plat et de voir comment on peut les optimiser pour que, alors pas pour faire de la productivité sur les UTP, hein, mais pour que les gens se sentent mieux à réaliser ce qu'ils ont à réaliser dans un contexte plus serein. Ouais. Donc c'est exactement la même chose. Je commençais à percevoir qu'on était en fait perclus dans nos habitudes et que du coup il fallait continuer à dégager des marges de manœuvre avec des budgets qui pas. Donc ça a été aussi un moyen de retrouver, déstresser et retrouver un peu de marge de manœuvre, pour pouvoir réinvestir. Donc du coup, pour lancer cette dynamique, une fois, bon, c'est bien gentil de faire le constat, puis après, il faut passer à l'action. C'est pas toujours évident de se lancer, hein, que ce soit dans le back-office, dans la SI. On a toujours l'impression qu'on peut jamais la lancer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu, en fait, c'est que dans ce que racontait Emmanuel, bon c'était très théorique à l'époque, hein, voilà. Il y avait une idée, c'est qu'on passait vite à l'action et qu'on allait vite à l'essentiel. Moi j'ai jamais tellement aimé les démarches longues, voilà, où on se perd, où on lance des... Voilà, je sentais que de toute façon, si j'allais pas vite, il y a personne, enfin assez rapidement, il y a personne qui allait suivre, et puis au bout d'un moment ça allait retomber dans le plan quinquennal suivant, quoi. Donc j'ai un peu découvert en marchant cette démarche, donc j'ai essayé de synthétiser les différentes étapes. Pour ça, s'il y en a qui ont envie de lancer la démarche, ça peut donner un guide. Il y a sûrement d'autres façons de faire, mais celle-là, je l'ai bien aimée en fait. D'abord, il a fallu construire une vision. En fait, c'est tout bête une vision. Hein. C'était vraiment... au-delà de ces constats, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Enfin, comment... Donc ça a été tout bête. Hein. J'ai fait une sensibilisation de 2 jours. Je suis allé en stage, une Six Sigma, alors je sais plus ce que c'est, green machin, non, il n'y a pas une sorte de green, de black, ouais, c'est ça. Chez vous, ça s'appelait green. Ouais, ça s'appelle green, enfin je sais pas, en tout cas je suis allé 2 jours en formation. C'est bien la formation, ça permet de se reposer quand on est sur un projet, puis de voir des autres choses et d'échanger. Et en tout cas ça m'a sensibilisé, et puis c'est vraiment cette petite formation de 2 jours, où, je sais pas si quelqu'un a fait une formation de Six Sigma déjà. Non? Ouais. Il y avait un cas pratique, parce que moi j'avais trouvé ça excellent sur les passeports, sur l'administration française. On tape tous sur l'administration française, c'est un ami. Donc il y avait un cas pratique sur les passeports, où, vraiment un truc très, très théorique, où comment faire un passeport, de passer de 8 jours à faire un passeport à 1 heure pour produire un passeport en administration. Voilà. Donc là je me dis quand même, c'est quand même sympa. C'était vraiment casser le mode guichet, simplifier le travail des gens, enlever les tâches à faible... Enfin pas... à non-valeur ajoutée, c'était même pas à faible valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée. Je me dis, bah, ça se trouve... Alors là, c'était dans l'administration, hein, je me dis, bah, ça se trouve, ça marche aussi dans le SI, quoi. C'est possible. Je vais dire tout de suite, ça marche dans le SI, je réponds. Prouvez-le. Voilà. Et donc ça, c'était moi. Déjà, c'était moi être convaincu. Moi, en tant que chef de projet, on a déjà être convaincu. C'était la base. Si je n'étais pas convaincu, c'était pas la peine d'y aller. Voilà.
Après, je me suis dit, c'est un truc, ça marche vraiment avec les gens. C'est pas une recette de cuisine que j'applique, c'est pas ça. C'est soit les gens y vont, soit ils y vont pas. C'est pas une histoire d'outils. Je sentais bien que c'est pas une méthode où je pourrais les forcer. Où je pourrais les forcer. C'est pas un truc où je mettrais du contrôle. Si t'as pas rendu tes 10 machins dans l'heure, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment soit ils sont convaincus, ils y vont, soit ça restera l'être morte. Et donc d'abord, première chose, j'ai engagé les managers. Alors dans le projet, 250 personnes, il y avait un peu plus, 5 groupes, hein, 5 groupes à l'époque. Donc avec des chefs de groupe qui embarquaient entre 20 et 50 personnes chacun. Et donc il a fallu convaincre les relais du projet qui étaient les managers. Donc pareil, on a partagé, donc là on a fait c'est pas une formation, hein, on a fait un mini séminaire. Voilà, je les ai sortis du projet pendant une journée, et puis ce que j'ai fait, la sensibilisation en 2 jours, on l'a fait en plus rapide, parce qu'ils étaient plus efficaces que moi, et puis on a partagé une vision. Voilà. On a partagé un peu ces courses-là, cette urgence quand même à faire quelque chose, on les a sensibilisés à la démarche, et puis en une journée comme ça, on a trouvé les premiers projets. Je vous en parlerai, on a pris l'exemple de 2 projets d'Lean Six Sigma, il y en a eu d'autres après, je suis reparti. Mais tout de suite, c'est facile de trouver le poil à gratter. Avec les managers, on a vraiment trouvé les premiers projets dès la première journée, une fois qu'ils ont compris ce qu'on voulait faire. Après, ça s'est enchaîné. Donc on avait vraiment fait un premier projet qui était la preuve du concept. On a essayé de trouver le truc qui avait vraiment la plus grande visibilité. En fait, clairement, c'est sur les habilitations qu'on a. J'en ai tout de suite donné, je l'ai tout de suite officialisé, au même titre qu'un grand chantier du projet. Parce que souvent, on se focalise, voilà, il faut livrer ça, etc. Je dis, ouais, c'est bien de livrer quelque chose, mais bien travailler, c'est aussi important que bien livrer quelque chose. Et donc, j'en ai fait un chantier à part entière, avec la même visibilité que des versions, c'est-à-dire les versions, la prime des gars, elles étaient indexées sur les versions, enfin, pour donner un peu l'ordre de grandeur d'importance. Et donc je suivais ce chantier, les premiers chantiers Lean Six Sigma, et même ce projet, puisqu'en fait on a fait plusieurs projets, on les suivait au même titre qu'un livrable du projet. Voilà, ça c'était vraiment pour lui donner toutes les visibilités nécessaires. Une fois qu'on a fait cette preuve du concept, parce que bon, les managers, ils ont écouté une journée, ils ont compris, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tout de suite convaincus, quoi, hein. Donc, une fois qu'on a mené à bien ce premier projet et qu'on l'a réussi, là, ça a déroulé. Là, ça a été porte ouverte pour former tout le projet aux fondamentaux Lean Six Sigma. Et ça a permis après d'embrayer sur d'autres projets, les uns après les autres. Alors par contre, il faut toujours être modeste, hein, parce que les gens, ils ont un boulot, quoi. Donc faire des projets Lean Six Sigma, quand même, ça demande un certain investissement. Même si c'est rapide, il y a un moment, faut s'y mettre, quoi, hein. Donc j'ai pas du tout lancé X projets en parallèle, mais vraiment les uns après les autres. Chacun, finalement, venant enrichir le précédent avec des enseignements et venant affiner des choses. C'est-à-dire que quelque part, ça faisait monter petit à petit en expertise les acteurs opérationnels. Et plus ça allait, plus on faisait des trucs compliqués. En parallèle, un truc essentiel, on l'oublie toujours, surtout dans l'informatique, j'espère que dans les autres métiers, bon, on est plutôt informaticien, mais on a communiqué sur nos succès. Ça c'est un truc à passer sur... Donc vous avez des élèves, c'est ça? Non, pas le passer à des élèves. Voilà, donc communiquer sur les succès, c'était essentiel aussi. Donc aussi bien en interne, puisque on a fait un projet, c'est pas une preuve, hein, que ça fonctionne. Si, c'est une preuve que ça fonctionne. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné la preuve que ça fonctionnait. Donc, je vais le détailler, mais il y a 3 idées, en fait, sur le premier projet que je voudrais faire passer. Donc, la première, je vous l'ai dit déjà, c'est faire un projet visible. Je vais le détailler, ce que c'est. La deuxième idée, c'était sortir du cadre. Ça, c'est un. Et la troisième, l'idée par rapport à ce projet, c'est apprendre dans l'action. Voilà, ça, c'est, de toute façon, quand on lance une démarche, on ne connaît pas tout au départ, donc vraiment se servir du premier projet pour apprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire un projet visible? Ça, c'est un peu les éléments de preuve. Moi, ça m'a scotché. Je le ressors à chaque fois parce que ça m'a sidéré.
Donc je vous ai parlé, il y avait 8000 conseillers qu'il fallait habiliter, donc des habilitations dans le SI, donc il y a un nouveau qui arrive, on recevait une fiche, voilà, il faut qu'il ait tel droit, qu'il puisse faire ça, 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 ça. Et en fait, et c'est marrant, chef de projet, je ne l'avais pas réalisé, c'est en faisant mon petit tour avec les chefs de groupe, quoi, il faut toujours poser les questions, j'ai réalisé que c'était une catastrophe notre processus. En fait, on avait 80% des demandes qui étaient traitées en plus de 7 jours. Et en plus, sans retour au client. Et quand je dis, et on a mis plus de 7 jours, je suis gentil, il y en a certaines, elles prenaient un mois. C'est une catastrophe. Normalement, c'est 80% moins de 7 jours, ou même mieux. Mais là, c'était vraiment... Et donc, ça veut dire que sur le terrain, les gens, ils avaient trouvé plein de contournements parce qu'ils ne pouvaient pas bosser. C'est-à-dire que pendant 7 jours, le gars qui arrivait sur le centre, il ne pouvait pas bosser. Et voilà, donc c'était absolument terrible. Et donc on s'est dit, celui-là, il a du potentiel en termes de valeur ajoutée, si on arrive à résoudre ce problème-là. En fait, on l'a détaillé. Donc on a fait venir, donc on a lancé vraiment un premier projet de Lean Six Sigma là-dessus, et pour le faire, on a fait venir les opérationnels. Alors ça, c'est essentiel. Les seuls qui savent, c'est les opérationnels. Ceux qui font réellement les gestes. Donc, on a fait venir tous les opérationnels qui étaient en jeu dans ce processus. Il y avait des gens qui étaient, ce qu'on appelle en front, qui recevaient en fait les demandes, hein, qu'on appelle l'administration fonctionnelle, dans lequel il y avait des gens EDF, et puis aussi des prestataires. Donc, j'ai fait vraiment venir les acteurs opérationnels EDF et acteurs opérationnels prestataires. C'est déjà difficile, hein, parce que déjà, il faut convaincre l'entité avec laquelle on a une relation contractuelle de faire venir ces vrais acteurs. Et ça allait jusqu'aux exploitants de l'application. Donc, on fait venir aussi les exploitants. Donc, tout le monde dans une salle. Alors, dans une salle, bien sûr, sans micro, hein, il ne faut pas qu'ils se connectent à leur mail. À l'époque, il n'y avait pas autant les smartphones, mais je pense qu'il faut confisquer les smartphones aussi. Et on a décrit avec eux tout le processus, en partant de A jusqu'à Z, mais toutes les tâches, hein, avec les opérationnels. J'ai été sidéré. Je pensais connaître le projet, j'étais né avec. Je me disais, moi le projet, je le connais par cœur, moi je te le trouve ton problème. Mais j'ai appris des choses, alors que j'avais quitté moi l'opérationnel, mais en un an, il s'était créé de multiples choses. Enfin, il y avait des gens qui avaient résolu, il y avait dans ce processus, il y avait 28 tâches. Et puis dans ces tâches, il y avait des problèmes locaux dans ces tâches. Les gens, ils ont une imagination débordante pour trouver des résolutions. Alors déjà, on passait il y avait 3 outils qui étaient mis en œuvre. Un premier outil qui était une base notes, un autre qui était Scope, un autre qui était, je ne sais plus ce que qui devait être un autre outil. Voilà. Donc chaque équipe avec son outil. Donc chaque fois que l'un passait la demande à l'autre, bah, c'était ressaisi dans l'outil. Puis comme les exploitants, et comme l'équipe 1 n'utilisait pas l'équipe 2, ils n'avaient jamais le retour de ce qui se faisait. Donc il y avait une équipe qui avait créé un fichier Excel dans lequel ils géraient toutes les demandes et dans lequel ils avaient dit si date supérieure à 7 jours, alors je demande à l'exploitant s'il l'a fait. Mais c'était hallucinant, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Alors ça, clairement, en fait, ce qu'on a fait, on a complètement, quand je dis sortir du cadre, on a complètement cassé le processus. On a dit voilà, c'est fini les 28 tâches, on va passer à 8 tâches. Et au final, avec ces 8 tâches, le temps d'exécution, il est passé... on est passé à une qualité de service en fait de 18%, de 80% en plus de 7 jours à 100% des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrés, avec une réponse au client. Ça a été phénoménal. Quand nos utilisateurs ils ont vu ça, ils ont dit mais il se passe quoi là? C'est passé quoi? Voilà. Et non seulement, donc là c'était fortement visible aux utilisateurs, mais je pense qu'aussi en termes de satisfaction de la personne qui gérait le fichier Excel, qui saisissait les demandes et qui allait retéléphoner à l'exploitation, il a été sacrément soulagé de plus faire ce boulot. C'était quand même des ingénieurs qu'on payait à faire ça, quoi. Voilà, il a été un peu soulagé d'arrêter de faire ce boulot. Ça n'a pas été facile hein, de passer de 28 tâches à 8 tâches. C'est pas tant pour des histoires. C'est très rapidement. On a très rapidement vu, voilà, il y avait plein de monde, un mode guichet parfait, quoi. Il faut réduire. En fait, j'ai eu plein de réticences. J'ai eu plein de réticences parce que déjà, il y avait des gens qui avaient peur de perdre leur boulot, tout simplement. On disait, bah, ça c'est dans mon marché. Tu ne touches pas à mon marché, c'est mon marché. Donc effectivement, la première chose que j'ai garantie, j'ai dit, je garantis le réinvestissement des forces libérées.
Bon, ça tombait bien, hein, on était dans une phase de croissance, puis j'avais besoin de gens pour faire d'autres choses, des choses plus intelligentes que gérer des fichiers Excel. Donc déjà, la première chose, je les ai libérés, je leur ai dit, attendez, vous avez le droit de l'imaginer, tout est permis, vous pouvez tout imaginer, vous cassez les dogmes. Hein, vous cassez les dogmes parce que c'est écrit dans un marché, c'est pas pour ça qu'on ne pourra pas changer le marché. Un marché, ça évolue, c'est fait pour ça. Voilà. C'est pas parce qu'on a dit que vous le ferez que demain vous le ferez. Voilà. Et à titre individuel, en fait, j'ai parlé aux gens qui faisaient ces gestes-là. Parce que quelques-uns s'étaient quand même installés dans un confort, qu'ils n'avaient pas. Voilà, que le gain, on allait le réinvestir. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'était vraiment le réinvestissement des gains. Et je leur ai expliqué que tout est permis. C'est incroyable comment comment on arrive à se mettre des barrières. Les exploitants, ils ont expliqué, moi je gère les habilitations parce que c'est trop dangereux, vous pourriez faire des choses super dangereuses parce que vous y connaissez rien. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils disaient ça parce qu'ils avaient peur qu'on leur prenne un droit particulier, un droit particulier. Et en fait, parce qu'ils voulaient gérer 5% des droits, ils se disent, ben moi j'embarque les 95 autres. Ben regardez, vous continuez à gérer les 5%, ceux qui connaissent l'exploit de route, là, enfin, des trucs vraiment dangereux, et puis on va mettre à l'administration fonctionnelle vraiment face aux clients, tous les autres qui ne sont pas dangereux. Voilà. Donc il a fallu lever plein de petits blocages comme ça. Ça s'est fait parce que justement, on a fait venir les opérationnels, ils savaient de quoi ils parlaient, voilà. Et deux, eux, ils savaient très bien où étaient les blocages. Et ils ont eu tout de suite les bonnes idées pour les lever. Voilà. Voilà. L'autre, les leçons apprises, donc je vous l'ai dit, hein, pour résoudre, il a fallu vraiment traiter la globalité du processus pour pouvoir le résoudre, parce que quand il y a les opérationnels, ils sont super bons pour inventer des usines à gaz sur des problèmes locaux. Donc il a fallu que je les réunisse tous pour qu'ils trouvent des solutions ensemble et pas seulement sur leur partie à eux. Et puis il a fallu... je pense qu'au début le processus était optimisé. Je me suis dit, il faut toujours... en fait, on en découvre. On croit que les choses sont simples. Voilà, les choses deviennent vite souvent compliquées. Donc... ça m'a vraiment, dans ce que j'ai appris, ça m'a confirmé la nécessité au bout d'un moment, en informatique, quand on est sur 3-4 ans sur la même chose, ça vaut le coup d'aller creuser les processus parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui, par l'habitude, dégradent le processus global, qu'il faut les travailler. Et le point dont on n'a pas insisté, c'est qu'une fois qu'on a fait cette démarche ça a duré 4 mois, hein, entre le moment où on a fait l'atelier, trouvé les solutions, mis en place les solutions, 4 mois bout à bout. Encore 4 mois, on a amélioré notre productivité et notre... voilà. Mais ça ne s'arrête pas à 4 mois. Il faut après s'assurer que le processus ne rediverge pas après. Et donc après, vous allez voir, je vous en parlerai, dans la démarche d'Inissimo, au début, il y a la mesure. Je le redirai à la fin, mais l'importance de la mesure, c'est essentiel. Une mesure. Et cette mesure, il faut continuer à garder ça. Il faut que quelqu'un, après, se sente responsable de ce processus et continue à surveiller qu'il ne dérive pas. Ça a été la démarche du premier. Donc, une fois on a... donc, je disais, donc l'essentiel dans ce premier projet, il était vraiment... le truc le plus important, c'est qu'il soit à forte visibilité pour pouvoir embarquer en fait, l'ensemble des gens qui sont autour ou à l'intérieur du projet. Je te passe la main pour la dynamique. Si ça vous intéresse que je vous parle rapidement de la dynamique d'un projet ou si vous connaissez pas. Vous avez des questions avant? Un projet Lean Six Sigma ou un projet informatique? Ah non, un projet, justement, un projet du type de celui dont on vient de parler, Franck, donc absolument Lean Six Sigma. Hein, donc en fait, la dynamique, elle est assez simple. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le principe, c'est les problèmes et les solutions par les opérationnels. Donc, le principe qu'a rappelé Franck. Donc la première étape, c'est de les sensibiliser déjà pourquoi on leur demande de faire ça, pourquoi eux, en quoi c'est important pour l'entreprise, pour le projet, pour eux, parce que
justement aussi les premiers projets qu'on a choisis avec Franck, c'était des projets qui devaient servir le client et les agents et les prestataires. S'il n'y avait pas de gain financier, c'était pas grave. C'était pas à l'époque le driver de la démarche. Hein, donc, leur expliquer le sens. 2, leur expliquer le sens de la démarche. Donc, leur expliquer comment ça se passe un projet et quels sont les leviers simples qu'ils vont pouvoir utiliser tous pour trouver des bonnes solutions intelligentes, contre-intuitives et faciles à mettre en œuvre. Hein, donc ça, c'est une journée avec c'est une formation, avec des simulations. La deuxième étape, c'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui se passe. Donc, Franck a rappelé l'importance de tous les avoir autour de la table. Pas de bras, pas de chocolat. Il manque une partie prenante de la chaîne de valeur qu'on va étudier. Ça ne sert à rien de mobiliser tous les acteurs parce que vous pouvez être à peu près sûr que le fait d'en avoir un de moins fait que toutes les optimisations que vous allez faire vont tomber à l'eau parce que le maillon qui manquait, c'est le goulot d'étranglement. Donc l'idée c'est comme c'est important, on sait libérer les gens, on les met autour de la table, ils nous racontent leurs histoires et on va obtenir, alors ça se fait sous forme de craft avec des post-it partout, hein, des choses que vous avez déjà dû rencontrer quelque part, et on va essayer de comprendre où sont les problèmes a priori, et du coup quels sont, en revanche, un problème dont on pense qu'il est important, il faut être sûr qu'il est important. Donc on va définir ce qu'on appelle un plan de mesure. Un plan de mesure, c'est recueillir des faits et des chiffres sur le terrain. Alors, avec un biais dans les systèmes d'information, c'est que des chiffres, on en a plein. Les systèmes donnent plein de chiffres. Alors, ils ne sont pas toujours fiables. Il faut quand même s'assurer de la qualité des informations qu'on vous fournit. Et 2, il y a un autre biais à ça, c'est que informations qui viennent du système égale solutions qui viennent du système. Alors que dans 80% des cas, il faut sortir tous les participants de la stratégie qui consiste à dire « Ah, on va automatiser ça dans le système de gestion, le système de gestion de la configuration, de gestion des anomalies, de gestion des évolutions, que sais-je encore. » Donc, on va prendre des mesures sur comment ça se passe sur le terrain. Ça va nous permettre d'objectiver les vrais problèmes, les faux problèmes et ce qu'on appelle les causes racines. Rien de nouveau, c'est de la résolution de problèmes classiques. Il y a une phase ensuite donc, de recueil des données sur le terrain. Donc ça se fait pas en atelier, c'est chacun part avec ses petites tâches pour recueillir ces données. Et on se retrouve pour un autre atelier pour faire l'analyse de l'existant. Ah bah oui, ah bah tiens, voilà, on a constaté ça. Ah bah tiens, ça je pensais pas qu'il y avait autant de problèmes de ce type-là. Là, on a arrêté il n'y a pas très longtemps, c'est aussi chez EDF, un projet, c'est le système de rapprochement des commandes et des factures. Et quand les commandes et les factures se rapprochent mal, on appelle ça un circuit rouge. Le traitement des circuits rouges. Quand on a lancé le projet, plein de personnes nous disaient c'est super important. Il y a 45 minutes de traitement par circuit rouge et on a on a quelques milliers de circuits rouges à gérer par mois. On a pris la mesure, c'était déjà, il n'y en avait pas quelques milliers, c'était quelques centaines et ça prenait 2 minutes par cas en moyenne. Enfin en moyenne, après je ne veux pas rentrer dans les théories sur les statistiques, mais disons 2 minutes. Et bien, on a fermé le projet, il n'y a plus d'enjeu. Donc la mesure, c'est ça qu'elle permet de faire. C'est est-ce qu'il y a un enjeu, puis elle permet aussi de trouver quelles sont les causes racines des problèmes. Et une fois que les participants, donc les opérationnels, ont une bonne vision de ce qui est vraiment problématique, ce qui n'est pas vraiment problématique, les causes racines qui sont les plus importantes, ensuite, une fois qu'on a la cause, on arrive assez facilement à la solution. Et là, tout l'enjeu, c'est de les mettre dans une dynamique où, ils vont faire une solution, mais cette solution, demain, ils vont la vendre à leurs collègues. Et là, c'est toute la force de la démarche, c'est qu'il n'y a pas de plan de conduite du changement associé à ça. Le changement, c'est eux qui le portent. Donc en fait, le changement, il est dans l'ADN de la dynamique du groupe. Et ils vont trouver, effectivement, dans tous les cas, ils vont trouver des solutions intelligentes parce qu'on leur a juste donné une démarche pour résoudre leurs problèmes et puis quelques petits trucs.
quelques principes de base de l'organisation d'une chaîne de valeur. Mais avec des mots simples. Encore une fois, c'est ce que disait Franck. Lean Management, je ne l'ai pas utilisé pendant 4 ou 5 ans. À tel point, je vais vous dire, je me une DSI qui est dans le groupe qui me dit « Ah oui, tiens, il faudrait que je me mette au Lean. Bah oui, tu sais, tu en as fait quand tu étais avec nous. » Ah bon? Bon, c'est pas important les mots techniques. Au contraire, il faut parler de la vraie vie, il faut parler simplement aux gens pour qu'ils puissent s'engager dans l'action très très rapidement. Et donc une fois qu'on a fait l'analyse, ils ont innové, ils ont trouvé des solutions, et ensuite on déploie les solutions. Alors, quand on leur demande de trouver des solutions, c'est pareil en termes d'approche, on leur dit voilà, ces solutions, dans moins de 2 mois, elles sont opérationnelles sur le terrain. Ah ouais, j'avais oublié de le préciser, ça c'est absolument n'allez pas me essentiel. chercher des solutions compliquées. N'allez pas me dire je vais réorganiser mon service, je vais changer mon prestataire, je vais demander une évolution du système. Ça ne marchera pas. C'est pas ce qu'on demande. Et ça, je peux vous assurer, ça déclenche des idées mais totalement contre-intuitives, d'une simplicité biblique, mais tout ça parce qu'on les a mis dans ce qu'on appelle le time boxing. Là, hein. C'est à la fois le time boxing pour le temps qu'on leur donne pour trouver les solutions, mais aussi le time boxing, c'est le temps qu'on leur donne pour les installer. Ah, parce que pour cet exemple, en fait, je me rappelle sur les habilitations, au début, ils imaginaient des trucs super compliqués avec un outil qui automatisait tout, qui faisait tout, etc. Puis à un moment, il y a un mec qui a dit mais pourquoi on ne traiterait pas les habilitations à la feuille? C'est con, hein. Voilà, c'est parti de là. C'est le seul truc qui était jouable en moins de 2 mois. Voilà. Et le time boxing, alors ça vraiment le time boxing, enfin, pas utiliser des mots compliqués, ça c'est certain, parce que enfin, faut pas embarquer, faut pas faire des choses simples. Et le time boxing, c'est vraiment ça met les gens dans une configuration en fait de faire des choses simples. Voilà. C'est ça qui est important. Et donc dernière étape, c'est bien sûr c'est fêter le succès. Alors le succès en fait il est parce qu'on a obtenu les résultats qu'on avait visés, plus ou moins, parfois un peu moins, parfois un peu plus, parce qu'on a traité des problèmes en cours de route de manière super sympa en groupe et de manière très efficace, et puis parce que on a constaté que finalement on s'était jamais trop parlé entre opérationnels qui travaillaient pourtant sur le même service client. Hein. Et ce qu'il faut se dire, et alors là, dans les DSI, c'est particulièrement vrai, les DSI, c'est encore les temps modernes, c'est encore Charlot. Hein, c'est que on dit oui, les plateaux projets, choses comme ça, mais les murs virtuels existent partout, même sur des marguerites. Il faut assurer, il y a des gens qui sont dans 12 mètres carrés, tous les jours, et même en étant physiquement là, même si je reviendrai parce que c'est quand même une autre pratique, ils n'arrivent pas à se parler. Alors je ne vous parle pas de quand ils sont à 30 mètres, il y a un exemple. J'ai un exemple frappant sur le deuxième projet. Donc le deuxième projet, en fait, il avait un autre objectif. On s'est dit, voilà, on va le faire pour nous, celui-là. Et on va traiter un irritant. C'est-à-dire vraiment, dans ce que je dis, ce que je rappelais, hein, pourquoi j'ai fait des projets, c'est parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas bien, quoi. Des équipes qui s'engueulaient, des gens qui étaient stressés, etc. Et cet irritant, c'était le processus de livraison. C'est un projet informatique, donc voilà, au moment, il y a un intégrateur qui livre, il le passe à quelqu'un d'autre qui l'installe. Dit comme ça, c'est simple. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué, et sur notre projet, ça a été vraiment... c'était source d'engueulade en permanence, parce que celui qui recevait, il ne comprenait pas celui qui donnait. C'était source de délais supplémentaires, parce que comme il ne comprenait pas, il y avait beaucoup d'allers-retours par mail, machin... Il y avait beaucoup d'allers-retours parce qu'il fallait... Et à chaque aller-retour, il y avait des relivraisons. Donc on se prenait du délai supplémentaire, on vivait sur le fil du rasoir. Rien, des allers-retours supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires également, etc. En fait, ce qui ressortait le plus, c'était pas tant ces allers-retours, c'est que les équipes, elles étaient stressées. C'est-à-dire qu'il y avait une livraison, tout le monde était stressé. Voilà, donc ça... alors, clairement, pour résoudre ça... c'était essentiel de partager. Alors partager, pourquoi? Parce que donc j'ai vraiment 2 anecdotes sur ce projet. Alors je donnais la première. Alors on commence le projet comme ça. Bien, il se trouve que
Côté exploitation, je sais pas pourquoi, ils ont mis un chef, un chef d'équipe, tout ça. Donc on commence le truc, puis le chef d'équipe, il commence à nous raconter comment ça travaille, et puis là on se dit, mais on n'y comprend rien à ce que tu nous dis, quoi. Ok, mais c'est théorique, quoi, enfin vraiment... Et impossible d'avancer, quoi, un atelier, deux ateliers, impossible d'avancer, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils connaissaient pas vraiment comment ça se passait. Mais c'est pas facile de convaincre de faire venir un opérationnel. Alors pourquoi il hésitait? C'est probablement parce que c'était quelqu'un, l'opérationnel, c'était quelqu'un qui avait un peu des difficultés à être en groupe, etc. Mais là, j'ai dû user de mon poids de chef de projet. Ah ouais, j'ai oublié de dire, mais vous l'avez peut-être compris, lancer cette démarche, ça demande un engagement de la tête. Ça, il n'y a pas photo. Et moi, les projets, les ateliers, j'y participais en personne. Alors, je participais aux autres actions, mais les ateliers, j'y participais en personne. Un, c'est toujours instructif. Et deux, ça lève un certain nombre de blocages. Et notamment ce blocage-là, le fait qu'un manager soit venu, le seul qui avait le droit de le virer, c'était moi. Donc je l'ai viré. Et je lui dis, tu dégages, tu viens des opérationnels. Et excuse-moi de t'interrompre. Ça, c'est particulièrement vrai dans des environnements où vous avez des prestataires. Du coup, en fait, quand on dit, bah oui, on veut un représentant de chaque maillon de la chaîne de valeur, et bah, quand c'est le prestataire alpha qui couvre ce périmètre-là, le premier réflexe, c'est de dire, oulala, je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer, donc c'est le chef qui va aller pour voir de quoi il retourne. Hein, donc ça, c'est un travail aussi d'explication qu'on a dû faire à l'ensemble des personnes qui étaient sur le plateau en disant, attendez, on ne vous fait pas venir pour scier la branche sur laquelle vous êtes assise, on vous fait juste venir parce que voilà, les grands enjeux dans les mois qui viennent et les années qui viennent, c'est ça, ça et ça, et si on ne fait pas bouger les choses, le projet va crever entre guillemets, et vous avec. Hein, donc il y a de la communication en permanence autour de ça. Excuse-moi. C'est bien ton côté diplomatique. Ouais. Donc une fois qu'on a fait venir l'opérationnel, je vois, il s'est assis comme ça, puis on recommence le processus. Et puis d'un seul coup, je le vois se tourner, puis il se tourne vers le gars d'à côté, il lui fait « C'est toi qui m'envoies les livraisons depuis 2 ans ?» Ils étaient à 3 bureaux d'écart, hein. Ils s'étaient jamais vus. Voilà. Donc clairement, sur ce projet, ce qu'il a montré, c'est que, il fallait partager, et surtout décloisonner les équipes. C'est incroyable, parce que tu dis, ils étaient à 2-3 bureaux d'écart, ils s'étaient jamais vus, les mecs. Alors ils étaient dans 2 sociétés différentes, l'un c'était l'intégrateur, l'autre l'exploitant, on avait fait un plateau projet, quoi. Nous, effectivement, on est en plateau projet, tout le monde va se parler, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, il y a plein d'autres cloisons virtuelles qui fait que les gens ne se parlent pas. Et donc là, on les a forcés à se parler, et là, on a enfin compris les dysfonctionnements, quoi. Donc on a levé le cloisonnement extrême des équipes, et puis on a profité pour partager les exigences de chacune des équipes. Pourquoi il y avait des allers-retours, etc. Parce que les exploitants attendaient certaines choses, l'intégrateur pouvait en faire certaines, ne pouvait pas en faire d'autres, etc. Donc en fait, ça a été si dense ce projet des Six Sigma parce qu'il y avait le processus de livraison, je ne me rappelle plus, hein, il y avait 30 étapes. En fait, on les a gardées. Oui, vu que je suis en erreur, c'était 127, mais c'est pas grave. Bon, 127, je sais plus. En tout cas, je me rappelle très bien, ça faisait, je me rappelle plus, je sais plus, ça faisait la salle de réunion. On n'a absolument pas réduit le nombre d'étapes, on ne pouvait pas finalement, on était obligé d'y passer à ces étapes. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste réduit les défauts. On les a réduits comment? En partageant les exigences de chacun. C'est-à-dire que quand on sait que l'autre ce qu'il attend, on fait plus gaffe, quoi. On fait, voilà. Et puis voilà. Donc on les a obligés à se parler. Donc déjà, je pense qu'ils réglaient, maintenant qu'ils se connaissaient, ils réglaient des choses un peu plus facilement, quoi. Moi, ils lui disaient, mais en fait, t'as mis ça, tu peux pas me mettre différemment, tu peux m'écrire les choses différemment. Ouais, à EDF, on écrit vraiment très précisément les installs, etc. quand c'est manuel. Donc il suffisait qu'un mot soit mis de travers. Voilà, hop. Ça s'installait pas, quoi. Donc ça bouclait. Donc ils sont parlés et ils ont vraiment une certaine exigence. Le résultat, ça a été quoi? Donc on n'a pas réduit le nombre d'étapes. Voilà. Mais par contre, on a sacrément réduit les non-conformités. On a réduit les allers-retours. On a clairement sécurisé les plannings. Et pour un chef de projet, ça fait du bien, hein, de ne pas avoir des alertes toutes les 5 minutes. On a complètement déstressé les équipes. Dans un projet, vous savez, les com-op, mais tous les com-op, on me remontait, machin, ça va pas, etc. J'en ai plus entendu parler, ça fait du bien.
Et puis, quelque part, je trouve que pour les managers, ils ont découvert un peu la vraie vie de leurs opérationnels. Et ça m'a fait un peu plaisir qu'ils mettent un peu le nez dans leurs affaires. Voilà, et qui, pour les managers de proximité, hein, vraiment, ça c'est dans les grosses équipes, les managers, ils ont trop tendance à perdre le sens des réalités et ce qui se passe vraiment, et ça les a obligés à se replonger sur ce qui se passait vraiment et à maîtriser les choses. Voilà, donc dans les leçons apprises, hein, vraiment, ça a été donc toutes les parties prenantes doivent être présentes, avec les acteurs qui fait et pas celui qui croit, pour savoir comment ça fonctionne. Et puis, il ne faut pas avoir peur de faire confiance aux opérationnels si la situation est conflictuelle. Parce que je rappelle, on a traité un méritant, c'est-à-dire qu'on a traité des équipes qui s'engueulaient, qui ne se supportaient pas. Et en fait, c'est pas les gens hein, qui ne se supportaient pas. C'était globalement le système qui faisait que ça générait un conflit. Quoi. Le système, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans deux sociétés différentes, donc naturellement, ils ne se parlaient pas. Voilà. Donc il ne faut pas, il faut pas croire qu'on va tout de suite réformer un processus. Voilà. C'est pas forcément comme ça qu'on gagne toujours. Hein. Là, ça a été vraiment le traitement des non-conformités. Rien qu'en traitant les non-conformités, ça suffit à résoudre un problème. Et il faut faire confiance dans les acteurs, même en situation de conflit, parce qu'ils arrivent très rapidement à dépasser ça. Alors, il y a un point qu'a évoqué Franck qui est aussi fondamental en termes de dynamique de groupe. C'est quand on définit des solutions aux problèmes ou qu'on essaye d'innover, ce qu'on demande au groupe, c'est de faire juste du premier coup. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du business process engineering où on faisait du mapping de process et on faisait alors la tâche A, et puis alors la tâche A est OK ou elle est KO. Ben, on dit non, KO ça n'existe pas. Le monde du KO n'existe pas. C'est qu'est-ce qui fait que le passage de la tâche A à la tâche B va bien se passer. Et là c'est pareil. Je peux vous assurer qu'on réfléchit complètement différemment. Hein, c'est qu'est-ce qui fait que là c'était l'intégrateur, il comprend bien les besoins de l'exploitant dans ses exigences et l'exploitant il comprend bien les contraintes de l'intégrateur. Bon, il y avait quand même, c'était un atelier, il y avait pas loin de 17 personnes, donc il y avait beaucoup de partage à faire. Et c'est pareil, qu'est-ce qui fait qu'un client, quand on va lui on va lui demander des informations sur un dossier de prêt ou un dossier d'assurance, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? 1. Les informations justes. 2. Si possible, dans l'ordre où on les attend. Et ben, il y a des solutions très simples pour ça. Hein, et on n'est pas à dire, si le dossier du client est bon, voilà ce qu'on fait. Non, on focalise l'énergie sur pourquoi ça va bien se passer. Hein, donc c'est extrêmement positif hein, en termes de dynamique de groupe. Et c'est pareil, ça pousse à sortir du cadre et à trouver des innovations qui sont intéressantes. Alors, et là c'était pareil, en fait, finalement quelque part on a défini un peu des standards de documents, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça qu'on a, voilà, pour rappeler les éléments dont ils ont besoin, ça a été, au-delà du partage qui a été long, hein, 17 personnes, c'est animé, etc., comprendre les exigences, il faut que les gens arrivent à les formuler, hein, parce que ces exigences on les connaît, et puis après c'est la mise en œuvre, c'était voilà, juste modification de modèle, voilà, rajout de chapitres et c'était fini. Hein. Sur... on va se clé de la réussite maintenant, t'as fini toi? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Vas-y, donne tes convictions, puis je vous raconterai, parce qu'il se trouve que Franck a quitté ce qui est devenu un département, et donc la démarche s'est poursuivie. Je vous en donnerai la séquence juste pour bien comprendre le sens, et ça répondra, je pense, en partie à pourquoi ça ne marche pas. Parce que je pense que dans pourquoi ça ne marche pas, souvent on prend le problème dans le mauvais sens, on prend le problème par les outils. Et puis, ça me permettait de capter les éventuels signaux faibles qu'il y avait autour ou même d'autres signaux faibles. Et puis, ça donnait un signe, mais alors vraiment visible, que le management du projet, c'était s'impliquer dans cette affaire-là. Voilà. Et généralement, après, quand je devais rendre compte en fait, de ces améliorations, généralement, quand on cite des anecdotes du terrain, c'est vraiment parlant par rapport à juste des trucs théoriques et des chiffres et des machins comme ça. Donc, un engagement sans faille du management, ça c'était la base. Après, je l'ai dit, c'est se mettre rapidement en action.
Un truc qui dure longtemps, ça s'étiole et ça s'efface. Donc vraiment, sur l'engagement des acteurs, sur lever les réticences, il faut aller vite. Voilà. Faut pas laisser le temps aux gens de réfléchir, il faut y aller. Ce qui n'empêche pas d'avoir une démarche longue de l'Initiative Sigma, c'est pas ça, mais vraiment faire des projets courts, y aller vite, montrer que ça marche, et après engager un autre sujet. Et souvent d'ailleurs, quand on va vite, c'est pas les mêmes acteurs qui sont mis en jeu. Le premier projet c'était un certain nombre d'acteurs, le deuxième projet c'était d'autres acteurs. Donc déjà on n'épuise pas les premiers. Et puis les secondes on se dit ah, si machin il a fait ça, ça a marché. Et puis si on en a parlé dans la com du projet, c'est bien si nous aussi on le fait. Voilà. Et vraiment donner le droit à l'erreur. Vraiment donner le droit à l'erreur. Trouver des solutions qui marchent. S'il y a des solutions qui marchent pas, c'est pas grave, tant pis, on ne peut pas engueuler la personne. Voilà, on cherche une autre. Voilà. C'est essentiel parce qu'il faut que les gens se libèrent et balancent leurs idées. Voilà. Et même des fois des idées qui paraissent incongrues, finalement, peuvent donner du résultat. Mais s'ils ont peur, alors là, on n'obtient rien. La formation, c'est un élément essentiel. Si je n'avais pas été à une formation, j'aurais jamais fait la démarche. Voilà, voilà. Et puis je pense que si on n'avait pas formé les acteurs sur... parce qu'il y a quand même quelques trucs et astuces, il y a quand même un petit peu de vocabulaire sur un processus, machin, voilà. Donc les former pour qu'ils ne soient pas complètement choqués sur mon post-it, ça tout le monde comprend, mais, voilà, mais sur l'arbre des causes, des choses comme ça, voilà. Les former qu'ils aient un minimum pour que chacun partage un langage commun sur cette démarche. Et oui, on a lancé un projet de lean management dessus, qui a débouché sur plus de choses. Parce que alors là, par contre, les actions à mettre en œuvre étaient vraiment plus générales, je crois, ouais. plus globales. Et là, ça a diffusé vraiment sur plein de choses, parce que ça remonte jusqu'à la conception, etc. Et c'est là où j'ai vu l'importance de la mesure. À un moment, enfin, il se trouve, c'est au moment où je partais du projet, donc à un moment, à deux, on s'est paluché toutes les anomalies. Toutes. Et il y en avait 2 jours de boulot. Moi je ne les comprenais pas toutes, hein, mais voilà, c'était tous référencés, et ne serait-ce que pour mesurer mettre des éléments derrière. Et après, ce truc-là, je suis allé le porter, mais alors là, je suis allé le porter avec au grand direct, parce que on sentait bien que ça pouvait déclencher beaucoup d'actions derrière. Et il fallait faire prendre conscience aux big managers, aux grands managers, c'est-à-dire le patron, là, le patron de la DSI, bien sûr, d'engager des choses derrière. C'était un sujet vital à engager. Voilà. Donc oui, le lean, c'est vraiment quelque chose qui peut amener sur les activités propres des DSI, comme les anomalies, comme la conception, sur plein d'autres sujets. Voilà. Donc là, j'ai cité le premier qui était sur le processus de livraison. Le processus de livraison, c'est vraiment le cœur d'une DSI. Voilà. Donc, et là, sur la réalisation et la conception, oui, c'est des projets sur lesquels on peut lancer. L'exemple des anomalies, il est intéressant. Parce que ce que je vous disais, c'est tout problème, c'est une opportunité de s'améliorer. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a abordé le problème. Et donc, voilà un projet qui générait quand même pas mal d'anomalies. Donc, toute l'énergie était à faire en sorte qu'on corrige l'anomalie. Et on a mis une équipe avec une autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette anomalie? Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place un système où dès qu'il y a une anomalie, il y a systématiquement, avant de chercher à le corriger, alors sauf si c'est un incident de production super urgent, c'est d'où vient la cause. Premier truc, c'est quoi la cause? Donc, c'est un problème de développement, c'est un problème de besoin qui a mal été exprimé, c'est un problème de besoin qui n'a pas été pris en compte, c'est un problème de conception. Donc on a identifié, en fait, on a dressé des typologies de causes. Et donc, à l'heure où je vous parle, chaque anomalie est typée et il y a une personne, la personne qui supervise le process de traitement, il voit sur les anomalies, le portefeuille d'anomalies, s'il y a des causes racines qui commencent à diverger. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il se passe quelque chose de pas bien dans le système. Alors ça nous a amené à... Parfois, ça diverge parce qu'en fait, il y a plein d'anomalies qui remontent du terrain, mais ce n'est pas des anomalies, c'est juste la conduite du changement qui s'est mal passée. Donc là, pouf, interaction avec la direction métier. On s'est aperçu aussi que grâce à ça, tiens, il y a une cause qui diverge parce qu'il y a un problème de conception. Oui, il y a la personne qui vient de... Il y a eu un changement au niveau d'un interlocuteur qui a perdu à la fois le besoin du client en route et puis en plus, on s'est aperçu qu'il maîtrisait moyennement le système. Bon. Et donc, il y a cet aspect pilotage continu. Et puis alors, ça a été la première étape. La deuxième étape,
ça a été de passer en revue tous les process de A à Z, de l'expression de besoin jusqu'à la mise en production, pour ce que je vous disais, on a nettoyé, identifié, c'est quand même beaucoup les problèmes de méthodo après de SI qui ont été identifiés, donc remettre de la gestion des exigences, industrialiser la recette, tous les processus de livraison, sachant qu'il y avait des choses qui avaient déjà été faites, et en y allant de manière, alors là, systématique, hein, c'était on ne peut plus rouleau compresseur, mais rouleau compresseur compris par tout le monde. C'est-à-dire qu'à la limite même, moi je me souviens, il y a des personnes qui venaient en disant ah oui Emmanuel, quand est-ce qu'on commence des ateliers avec toi sur tel sujet. Ils étaient vraiment preneurs, sauf qu'on a essayé quand même de le faire dans le bon sens. Après, encore une fois, c'est ce que vous dites tout à l'heure, il ne faut pas attendre du Lean de ce qu'il ne s'est pas donné, c'est-à-dire c'est les bonnes pratiques métiers du système d'information. Le Lean ne les apporte pas. Alors, quelle est la complémentarité justement avec les bonnes pratiques de référentiel, style ITIL ou autres, qui doivent être chez EDF, j'imagine? Est-ce que c'est conflictuel ou bien est-ce que ça vient à côté? Alors, ça se complète totalement. Ce que fait le Lean, c'est de faire en sorte que quand vous installez le référentiel ITIL qui a, contrairement à d'autres référentiels type COBIT, l'avantage ITIL, c'est qu'il propose des processus et des bonnes pratiques assez pratico-pratiques, justement. En revanche, ce qui se passe, et ça on l'a pas mal travaillé aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le film Super Size Me, là, la personne qui essaie de manger un hamburger gros comme ça, en fait, les référentiels sont installés en strat. Et j'ai mis une couche de ITIL V1, ensuite j'ai mis du COBIT, j'ai mis du Prince2, je sais pas quoi pour le pilotage. Et ce qui fait que j'ai plein de bonnes pratiques soi-disant qui sont mises en œuvre, mais alors là pour le coup, pas Lean au sens c'est pas simple, il y a plein de gaspillage, il y a plein de défauts. Donc voilà, l'ITIL ou CMMI vont apporter un certain nombre de pratiques cœur de métier, et en fait, l'apport du Lean, ça va être de les mettre de la manière la plus efficiente possible. Voilà, donc, bien servir le client, mais avec le minimum d'huile de coude. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens, supprimer les défauts, supprimer le stock. Quel que soit le processus, qu'il soit ITIL, qu'il soit Prince, qu'il soit COBIT, etc. Et la question à gauche, c'était sur quoi votre question déjà? Tout à l'heure. Colin. Ouais. Tout à l'heure, j'avais une question qui était plus sur la démystification, je dirais, du Lean par rapport au projet informatique. Donc là, on a quand même couvert un petit peu ça. Alors, c'était plus orienté projet de développement. J'ai une question aussi autour de l'agilité. Oui, l'agilité, en fait, on le démarre. Ouais. Après, en 2008, je crois, et il ne faut pas oublier que c'est 300 personnes avec des prestataires dans tous les sens. Donc, et puis un système qui est extrêmement complexe. J'ai le droit de dire combien de... Bah dis, ce sera pas retenu contre toi. Voilà. On est sur un ERP et c'est plus d'1 million de lignes de code spécifiques. D'accord? Donc l'agilité c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut arriver à faire en sorte de bien maîtriser le système d'information et puis les processus qui le produisent avant de pouvoir introduire de l'agilité là-dedans. Parce que ça, c'est plus de l'agilité en termes d'évolution et d'exploitation voilà. Que de l'agilité en termes de développement. Voilà. Donc là, les premières évolutions en mode agile voulu, parce qu'on a fait de l'agile non voulu. Agile oui, parce que j'ai entendu dans votre discours justement que sous-entendu, itération, etc. Non mais il y en a eu, mais il y en a eu forcé, si vous voulez. Quand le ministère de l'économie et des finances vous dit voilà il faut on va lancer la taxe, la TCFE, je sais plus, une taxe qui combine tout ce que les municipalités perçoivent, avec un nouvel algorithme, des impacts en termes de système sur à peu près tous vos traitements de facturation qui est le cœur du système et ce qui génère le chiffre d'affaires d'EDF, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais il faut aller vite. Et ben donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend des experts en conception, des experts métiers, des experts des développeurs, des recetteurs, on les met tous au même endroit. Ils produisent le truc, et qu'est-ce qui se passe après? Ils reviennent tous dans leurs équipes, parce que de toute façon, le projet il est quand même organisé, où j'ai mon intégrateur à qui j'ai donné une place en haut à gauche, et puis mes équipes d'analystes métiers de l'entreprise, que je ne vais pas mélanger avec leurs assistants maîtres d'ouvrage, qui sont un peu plus loin, alors pas beaucoup plus loin, 10 mètres plus loin, mais ça suffit, pour qu'ils ne fonctionnent pas en... Donc, bien sûr qu'on en fait de l'agilité parce qu'on est forcé. C'est pour ça que c'est pas si compliqué à mettre en œuvre, l'agilité en soi. Le problème, c'est de l'intégrer dans un environnement, dans un système qui est super complexe. En fait, je vais parler de mon expérience là maintenant. Quand j'ai quitté le projet, je suis allé m'occuper d'un département informatique qui s'occupe de la RH. En gros, c'est la paie des agents DF. Alors là, c'est beaucoup de Et moi, j'y connais rien. Par contre, j'ai jamais travaillé sur des applications agiles, enfin, de développement agile, j'ai jamais fait. Par contre, je suis arrivé dans un département, alors c'est un très vieux département d'EDF, hein. Qui n'a pas bougé depuis des années. Et je pensais arriver avec mes nouvelles méthodes, là, tout ça, je veux les aider un peu. Et puis je suis arrivé, donc je suis allé voir leur appli de la paye. Donc l'appli de la paye, c'est quand même, ça traite quand même 120 000 payes, quoi. C'est pas rien, c'est un gros machin, quoi, hein, à l'échelle de la paye. Et en fait, je suis arrivé sur ce SI, et là, je me suis aperçu qu'ils étaient lean, mais depuis des années et des années. C'est-à-dire que eux, les évolutions, ils les mettent en prod en 3 mois. Quand ils livrent, s'il y a une anomalie, c'est bien la mort. Je me rappelle le premier comité, je leur dis, mais où elles sont vos anomalies en fait? Il y en a combien? Il me dit, bah, il y en a une, on l'a écrit là. Alors que je venais d'un projet où on en générait plusieurs dizaines à chaque fois. Voilà. Et en fait, ils avaient petit à petit avec le temps, c'est un truc, ça a 10 ans, hein, mais qui était resté très stable, hein, très stable. Ils avaient optimisé leur truc, ils l'avaient rendu ligne, mais c'était incroyable. J'en suis toujours pas revenu, quoi. Et du coup, ils avaient une application qui était agile. L'application était devenue agile. Enfin, mettre en prod une évolution réglementaire en 3 mois, qui touche quand même la paye sous un EDF, c'est-à-dire avec 0 défaut, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas qu'un agent soit pas payé ou machin comme ça. C'est incroyable. Voilà. Alors ils l'ont fait, tous les trucs, ils ont cassé les modes guichets, ils ont automatisé la gestion de conf, sur la conception, ils sont avec les réglementaires quand il y a une nouvelle loi qui sort. Les informaticiens, ils sont avec les réglementaires, ils travaillent ensemble. Du coup, quand c'est vraiment acté, parce que c'est pareil, hein, quand on signe des accords avec les syndicats, on ne dit pas d'accord, mais c'est dans 6 mois. Voilà, ils sont arrivés à un système agile. Voilà. Et j'aimerais bien qu'un jour... C'est assez impressionnant ce que vous dites. Ah ouais, moi j'en suis toujours pas revenu, quoi. Et... ceci dit, il doit y avoir des concepts architecturaux derrière, en termes d'architecture logicielle, qui sont... C'est avec un relativement stable, on va dire. Oui, c'est stable. Par contre, c'est stable. Hein. On n'est pas confronté à des problèmes de surcharge ou des aspects non fonctionnels un petit peu complexes. Alors, la surcharge est stable à gérer, mais généralement, elle monte un projet. Mais oui, c'est quand même un domaine fonctionnel qui est relativement stable. Mais qui se prend des coups de changement réglementaire. C'est stable, voilà, une paye, ça reste une paye, quoi. Voilà. Et puis, ça a une facilité, bon, contrairement, c'est quelque chose, le contexte aide. C'est-à-dire une paye, ça sort tous les mois. Donc, tous les mois, il faut faire la même chose. Ah bah, quand on fait ça 1 an, on simplifie les choses, parce que faire 12 fois la même chose et faire des trucs lourds, voilà. Donc c'est vertueux en plus. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en allant vers du lean, on devient agile. Et le lean, c'est comme la prose. On en fait sans le savoir. Ah ouais. Alors ça, ils n'avaient jamais entendu parler du lean. Hein. Eux, ils me parlaient, nous, ah bah non, on gère pas de stock d'évolution, c'est chiant à trimballer. Ah bah non, pas d'anomalie. Ah bah non, faut être fluide. Ah bah non, pas de mode guichet. Voilà. Exactement. Encore une question? Ils sont tous convaincus, là. Ils sont tous convaincus. C'est des questions. Vous n'aurez pas de Tranxène à prendre ce soir pour bien vous endormir. Bon, merci. Bon.